Jazzmen, bonjour, bienvenue sur la chaîne de jazzcomposer.fr. Aujourd'hui, nous analysons phrase par phrase, cellule mélodique par cellule mélodique, le solo de Charlie Parker sur Yardbird Suite, le solo que je vous recommande d'apprendre pour passer à l'étape supérieure dans votre pratique du jazz, pour imprégner votre jeu de celui des grands boppers, Charlie Parker en particulier. Et donc, on n'est pas du tout obligé, quand on aborde un solo, de l'analyser comme je vais le faire dans cette vidéo, mais ça va avoir deux avantages. Premièrement, on va découvrir qu'est-ce qui caractérise précisément, concrètement, le jeu de Charlie Parker. Qu'est-ce qu'il utilise, quels sont ses réflexes, comment il pense potentiellement l'harmonie ou alors le rythme de ses phrases. Et deuxièmement, de faire ceci et donc d'identifier, comme je viens de l'ébaucher, ces différentes petites cellules mélodiques, ces différentes petites briques de langage, ça peut nous permettre de le mémoriser plus facilement, le solo. Comme ça, on n'a pas juste des longues logorées, des longues phrases remplies de notes, on a des petits assemblages qui peuvent permettre de mieux mémoriser le solo. Comme cette vidéo, je le sens, va être assez dense et longue, on se lance directement à l'intérieur. Donc, on va procéder par phrase, donc on commence par le début. Et donc, on s'écoute la première phrase du solo, c'est parti. Voilà, et vous voyez que déjà en quelques secondes, une seconde à peine, on a déjà des tonnes de langage. Je vous la rejoue et puis ensuite je vais la jouer à la trompette. Voilà, alors je vous la joue un peu plus lent. 1 et... Encore une fois. 1 et... Voilà. Et alors, avant qu'on embraye là-dedans, on va juste se replonger un instant dans la thèse qu'a réalisée l'américain Thomas Owens en 1974 sur le jeu de Charlie Parker. Thomas Owens, il identifiait dans cette thèse toute une série de motifs, une centaine en tout, qu'utilisait Charlie Parker et qu'il variait dans ses solos, et tout son jeu, c'était la conclusion de Thomas Owens, tout le jeu de Charlie Parker peut être résumé dans ces 100 motifs, et qui sont, les phrases de Charlie Parker sont des assemblages de ces motifs. Juste, on se replonge dans les 5 principaux, parce que vous allez voir que si Thomas Owens a fait du bon boulot, on va les retrouver vraiment avec une forte concentration dans le solo de Yardbird Suite que Thomas Owens n'a pas analysé. Donc ça, c'est intéressant, c'est pour rebondir sur la dernière vidéo de la chaîne. Donc, premier motif, vous voyez, si je vous joue un petit peu de quoi il s'agit, hop, sans faire de bêtises. 1, 2, 3, 4. Voilà. En fait, ça consiste en tous les petits arpèges de Charlie Parker avec des éléments rythmiques variés, pourquoi pas des approches chromatiques, bref, l'utilisation des arpèges par Charlie Parker. C'est une famille de motifs, si vous voulez, la famille des motifs, la première famille, c'est celle qui est revient le plus souvent dans les solos de Charlie Parker qu'a analysé Thomas Owens. Deuxième motif, ici, il s'agit, vous allez le reconnaître, il s'agit du mordant, c'est un ornement qu'on a déjà vu sur cette chaîne et dont j'ai déjà parlé donc forcément dans la vidéo précédente. Ensuite, motif 3. C'est un petit plan sur le 2-5-1 mineur que Charlie Parker utilise énormément, et sur le 2-5-1 mineur et sur les 2-5-1 majeurs d'ailleurs. Vous allez voir qu'on va l'avoir dans le solo, je vous spoil un petit peu. Donc ça c'était le motif 3. Le motif 4, ce sont les chromatismes. Pardon. Voilà, comme ça. Ça c'est le deuxième ici. Celui-là. Vous voyez que ce sont tous les chromatismes de 3 notes. On en a même en montant. On en a de 4 notes. Bref, les chromatismes. Et le cinquième, vous allez le reconnaître également, ce sont les enclosures. On a une première note guide qui est visée ici et qui est approchée par une note supérieure et une note inférieure, avec pourquoi pas des chromatismes. Et même Charlie Parker en utilise plusieurs types. Avec ça fait très bebop et ça sonne vraiment comme du Charlie Parker, donc tout va bien.
Est-ce que ces 5 motifs sont dans ce solo qu'on vient d'écouter, et en particulier dans cette première phrase, je vous la rejoue juste ici. Eh bien, la réponse est oui. Alors, premièrement, on embraye sur une petite approche rythmique, une gamme. C'est également dans la thèse de Thomas Owens. C'est pas parmi les choses qu'utilise le plus souvent Charlie Parker, mais Thomas Owens l'a quand même mentionné, et on va le retrouver un petit peu plus tard dans le solo. Donc, je vous en dis pas plus, et j'embraye. Ici, on a une combinaison de deux éléments qu'on vient de voir à l'instant relevés par Thomas Owens dans sa thèse. Pam, pam, pam. Ici, on a une unclosure qui vient viser la note sol sur le do 6, qui est une note de l'accord, donc une note qu'on peut cibler, pas de souci. Et on l'approche par la bémol, fa, donc une note cible supérieure et une note cible inférieure. Et au milieu, vous avez vu qu'on a ce petit motif-là, qui est un mordant. Donc là, on a une combinaison de deux choses. On a une combinaison, en premier lieu, de l'unclosure, qui est le motif principal, on va dire. Et on a également, un mordant. C'est ça. Vous voyez que déjà, en une phrase, on a énormément de choses. C'est pour ça que rien que d'apprendre une seule phrase de solo, la première phrase, ça va énormément vous faire progresser, en tout cas vous faire apprendre de nouvelles choses, de nouvelles petites pépites de langage à intégrer dans votre discours. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on va juste écouter Charlie Parker. On embraye sur la deuxième phrase du solo qui est extrêmement longue. Et on va y aller petit bout par petit bout. Voilà, donc je recoupe. On va bien sûr pas faire toute la phrase d'un coup parce que vous voyez que c'est très rapide et très fourni, très riche comme langage. Rien que ce truc-là, hop, c'est là. Donc ça, c'est un petit chromatisme de 3 notes. Comme Charlie Parker les affectionne, c'est le motif, combien? Le motif numéro 4, si je dis pas de bêtises, d'après la terminologie de Thomas Owens. Hop, chromatisme. Et la manière dont Charlie Parker les crée, ces chromatismes, c'est qu'il va viser généralement une note à la fin, une note pourquoi pas de l'accord, et ensuite l'approcher par en dessous, par au-dessus, et pourquoi pas par une note de l'accord. Par exemple, si on avait là, imaginons, on est sur Sol et Mi, qui sont la quinte et la tierce de cet accord-là, Do 6. Imaginons qu'on veuille intégrer un petit peu de chromatisme là-dedans, et ben on va relier là, Sol et Mi avec toute une volée de chromatismes, les chromatismes qui sont au milieu. Vous voyez que là, j'ai repris la phrase et au lieu de jouer Sol, Mi seulement, j'ai joué. J'ai juste relié mon Sol et mon Mi avec les chromatismes qui sont à l'intérieur. Donc si vous connaissez bien votre gamme chromatique, ça peut être un excellent moyen de commencer à créer du chromatisme dans votre jeu. J'en parle plus en détail sur ma page Patreon, et il me semble que c'est la séquence qui s'appelle Chromatisme Express. Vous irez chercher ça si ça vous intéresse. Je vous mets le lien en description, le lien de la page Patreon. Alors, continuons. On va s'attarder sur ce petit bout-là qui, pareil, est une combinaison de deux motifs mélodiques qu'aime bien utiliser Parker. Déjà, il y en a un que vous pouvez repérer dès lors parce que on en a déjà parlé. Il s'agit de celui-ci. Et ça correspond également à au mordant qu'on a déjà ici. Donc je copie, je colle, et je vais le mettre par ici comme ça. Et regardez, on a si bémol, la bémol. Est-ce que ça nous rappelle pas ré, do dièse, do? Les chromatismes de 3 notes. Donc là, c'est des choses qui se répondent chez Parker. C'est exactement la même chose. Chromatisme. Sauf que à l'intérieur, on a un truc un petit peu plus sophistiqué. Pour varier, Charlie Parker intègre un mordant. Voilà.
La manière dont il a pu le penser, ce chromatisme-là, c'est en pensant, enfin, la manière dont vous pouvez le créer si vous voulez, parce que je pense pas que ça existait à l'époque de Parker, mais que ça avait été caractérisé ainsi, c'est de penser à la gamme bebop dominante de cet accord-là, puisque c'est un accord 7, et donc on peut utiliser la gamme bebop dominante. Je vous rappelle pas ce que c'est la gamme bebop, je vous mets un article en description, je passe dessus, mais voilà, ça c'est typique, si vous voulez, des sonorités qu'on peut obtenir en utilisant la gamme bebop dominante, en pensant sur ce degré. Ça c'est un petit arpège, un arpège de Fa mineur 7, c'est le second degré par rapport à ce cinquième degré. Donc je vais juste mettre arpège. Si vous n'avez pas forcément compris ce que je viens de dire, c'est pas très grave. En tout cas, c'est un arpège, et un arpège sous un renversement. La bémol, Fa, Mi, Do, en fait c'est Fa, La bémol, Do, Mi bémol. Et là il le prend en descendant, et à partir de Fa, Mi, Do, La bémol, à partir de son troisième renversement. Bref. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ah bah alors là, encore un, j'ai envie de dire. Encore un mordant. Et oui. Et cette fois, Charlie Parker l'associe à une petite forme de gamme, si vous voulez. Là, il est sur Do majeur, donc Sol, Fa, Mi. Et au milieu. Donc c'est comme s'il avait travaillé, Charlie Parker, c'est mordant. Hein. Il a pu les travailler avec ce genre d'exercice. Ça peut expliquer ce genre de sonorités qui apparaissent comme ça. Là, je vous dis rien, à vous de deviner. Donc déjà, si on prend juste cette forme-là, rien qu'à l'oreille, vous devriez deviner de quoi il s'agit. Il s'agit d'un arpège. Alors la couleur est pas forcément usuelle, c'est un arpège de Si bémol 6 avec la sixte. Donc on a Si, Ré, Fa, ça c'est la triade, et on ajoute la sixte, et c'est une substitution possible pour le Si bémol 7, pourquoi pas. Et il l'approche avec un petit chromatisme en dessous qui est le La bécard. Et d'ailleurs, ça fait pas vraiment sens par rapport à Si bémol 7, on est censé avoir un La bémol, donc c'est pour ça que je vous dis c'est un chromatisme. Techniquement, on peut aussi dire que c'est la sixte de cet accord-là. En fait, c'est une note de jonction entre les deux accords. Bref, continuons. Ah, j'ai pas mis que c'était un arpège. Hop, copier, coller. Hein. Vraiment, il va y avoir beaucoup de ça dans cette vidéo. Allez, terminons cette deuxième phrase, et puis ensuite on dézoomera, et puis on verra, on fera un premier bilan. Alors, là, on va retrouver un des motifs identifiés par Thomas Owens, je vous dirai. Je vous le rejoue. L'articulation n'est pas facile. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais vous remonter juste vous remontrer la thèse de Thomas Owens, et je vais vous remontrer le motif 3. Là, celui-là. 3A, petit a. Et je vous montre celui-ci. Et je vous ai passé le petit ornement, là, mais je vous joue avec l'ornement. Vous voyez qu'on a la même idée, la même idée de ce plan qu'il aime bien utiliser sur les 2-5-1 mineurs. Et là, il l'utilise sur un La7. La7 par rapport à la tonalité de Do majeur, qu'est-ce que c'est? C'est la dominante secondaire du second degré. Le second degré en Do majeur, c'est Ré mineur 7, donc un accord mineur. Et La7, c'est si jamais on était dans la tonalité de Ré mineur, et qu'on voulait l'amener, cet accord-là, Ré mineur, par son cinquième degré, l'accord dominant, on utiliserait un La7. Et un La7 aux couleurs mineures qui va servir à mieux amener un accord mineur, donc un La7 bémol 9. Et c'est exactement ce qu'utilise Charlie Parker ici avec ce Si bémol. Alors dans les faits, ça ne résout pas sur Ré mineur 7, ça résout sur Ré 7 qui est le 5 du 5. C'est une petite subtilité de la grille qu'a composé d'ailleurs Charlie Parker. Donc là, normalement, selon cet accord, on devrait trouver un Ré mineur 7, d'où l'utilisation de ce Si bémol
cette bémol 9 qui est une note qui caractérise cet accord en tant qu'accord dominant vers un accord mineur. Et là, il y a une petite subtilité derrière. Mais bref, en tout cas, c'est le plan favori de Parker sur les 2-5 mineurs. Et vous voyez que Charlie Parker, je l'ai mentionné précédemment, mais Charlie Parker, il aime bien utiliser cet élément de langage-là également dans des 2-5-1 majeurs. Vous voyez que ça se passe très bien derrière en résolvant sur un accord majeur. Parce que Parker, il va viser tout simplement la tierce de ce degré-là, et puis pas de souci. Même si on a élevé énormément de tension avec un si bémol, avec un do dièse avant, il suffit de résoudre sur la bonne note, et pas de problème, la tension elle se résout naturellement. Elle s'apaise naturellement. Au milieu, qu'est-ce qu'on a? Je vous l'ai mentionné tout à l'heure. On a un mordant. Alors c'est parti, mordant. Te voilà. Exactement. On se fait la résolution. Alors je vais vous le jouer sans l'ornement et vous allez reconnaître cette petite forme-là. Il s'agit d'un arpège. L'arpège de cet accord-là est l'arpège donc en descendant et en partant de la tierce, donc ré, do, la, fa dièse. On se retrouve encore avec le troisième renversement, comme tout à l'heure, ici. C'est la même chose, en fait. Sauf qu'ici, on rajoute un petit ornement au milieu. Comme Charlie Parker, on a le secret. Zut, ah oui, il s'est rajouté là. D'accord. Hop, je le mets juste comme ça, et puis je vais même rajouter un petit cadre. Ça fera pas de mal. Voilà. Voilà, voilà. Si vous vous demandez quel logiciel j'utilise pour faire ces beaux schémas, enfin beau, je ne sais pas, mais il s'agit tout simplement de Aperçu sur Mac. Je me casse pas la tête, je vais au plus simple. Alors, je reviens au solo et à l'harmonie. Mi par rapport à Reset, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse le deviner, faire vos calculs. Il s'agit donc de la seconde par rapport à la fondamentale, donc on aime bien y penser en tant qu'extension, donc à l'octave, la neuvième. Donc là, je le note juste, parce que c'est intéressant. C'est une note que vise Charlie Parker. Et je vais la noter avec un petit rond rouge, comme ça. Oula. Voilà. C'est intéressant parce que c'est pas une note qu'on a forcément l'habitude de viser sur un accord 7, enfin sur un accord 7 si, mais disons que si vous raisonnez pas en tant que accord, extension et même par rapport au mode de l'accord, c'est pas une note que vous pourriez avoir l'habitude de viser, et Charlie Parker lui vraiment lui fait une belle part dans son solo. Si je vous joue toute la phrase par ici. Et c'est une note un petit peu mystérieuse. Si je résous sur Ré, vous allez voir comment ça change la couleur de la phrase. Vous voyez que c'est beaucoup plus ancré dans des sonorités qui sont beaucoup plus consonantes. Donc c'est beaucoup moins intéressant. Là, on a comme une question qui est posée par Charlie Parker. À l'échelle de la tonalité, c'est pas une note qui est forcément évocatrice, c'est la tierce. Mais par rapport à l'accord qu'il a établi superbement avec son arpège précédemment, eh ben ça veut dire quelque chose, vous voyez? Bref, alors dézoomons un petit peu, rien que cette première phrase, et déjà remarquons la présence d'énormément de mordants, il y en a à chaque phrase, presque à chaque mesure en fait. Donc c'est assez impressionnant. Et c'est comme un petit tic de langage à ce stade-là. Et on retrouve pas mal de chromatismes, mine de rien, des arpèges, des arpèges, des arpèges, un petit peu de gamme ici aussi. Eh bien, continuons. Qu'est-ce qu'on n'a pas retrouvé pour l'instant dans la terminologie de... Ah, on a aussi une enclosure. Donc je pense qu'on a les 5 motifs de Thomas Owens. Le mordant, c'est le deuxième. Les arpèges, c'est le premier. Le troisième, c'est celui-là, le plan de Parker sur les 2-5-1 mineurs. Le quatrième, je me rappelle plus ce que c'est, attendez, j'ai plus de mémoire.
c'est les chromatismes. Et le cinquième, c'est l'enclosure. Donc on retrouve bien les 5 éléments qu'a identifié Thomas Owens dans sa thèse, qui sont les plus récurrents du jeu de Charlie Parker. Donc ce solo de la Yardbird Suite joué par Charlie Parker est bien représentatif du jeu de Charlie Parker. Je vous conseille de l'apprendre parce qu'il n'est pas très dur. Il est assez rapide, mine de rien, et Charlie Parker est assez virtuose. Mais si jamais vous vous mettez comme objectif de le jouer à seulement 120, de jouer à seulement 130, ça sonne déjà très bien, parce que c'est un tempo qui n'est pas forcément très éloigné de ce... Ça commence à être medium up 160, fin de medium on va dire. Donc si vous jouez un tempo medium, c'est déjà très très bien, et ça va être très très bénéficiel pour votre jeu. Continuons. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, je vous le donne dans le mille, je vais vous le jouer une fois, et si jamais vous connaissez, vous allez reconnaître. Ouais, bah, je vais même vous le faire jouer par Charlie Parker. Hop. C'est ici. Là. Alors, je vous joue lentement. Encore. J'en ai parlé sur Patreon. La majorité des choses que je vous ai dites ici, vous avez des séquences sur Patreon où j'étudie les choses vraiment dans le détail. Mais bref, je vous le redis dans cette vidéo. Ici, il s'agit d'un élément incontournable. Bon, je ne vais pas étendre mon cadre jusque-là, mais il s'agit d'un élément incontournable du vocabulaire de Charlie Parker. C'est une citation qu'il aime beaucoup utiliser, et c'est une auto-citation, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un thème qu'a composé Charlie Parker et qu'il replace dans les morceaux, dans les solos qu'il joue. C'est assez cocasse comme truc. Et en fait, il s'agit du thème de blues, Cool Blues. Donc, je vous le mets là. Voilà. Donc, en apprenant ce petit plan, vous faites d'une pierre deux coups, vous apprenez un bout du solo et vous apprenez les 2 tiers d'un thème de blues. C'est quand même pas mal. Sachant que le 3e tiers, c'est la 2e phrase avec juste un mi bémol au lieu du mi bécard ici. Bref, je passe les détails. Allez, attelons-nous à cette phrase-ci. Alors, écoutons Charlie Parker nous la jouer. C'est parti. Voilà. Est-ce qu'il y a une chose que vous remarquez dès lors, rien qu'en regardant cette phrase, par rapport, donc là on est sur le A toujours, on a une structure A, A, B, A. Donc si on regarde le A précédent, et qu'on regarde cette phrase un petit peu centrale, il joue une phrase d'à peu près la même longueur sur ces 2 premiers A là. Et qu'est-ce que vous pouvez remarquer entre la phrase du premier A et la phrase du 2e A? Moi, ce que ça m'inspire quand je l'écoute juste comme ça, c'est que je me dis, tiens, c'est sensiblement la même chose, mais en même temps, c'est pas pareil. Et on va découvrir pourquoi dans quelques instants. Il y a une chose qui est vraiment frappante en termes de rythme. Déjà, ce qu'on peut remarquer donc, en termes de rythme pur, c'est qu'on n'a que des croches. Que des croches, que des croches, que des croches. Alors qu'avant, ouh là là, double croche, triolet, croche, quart de soupir, une série de doubles croches, etc., etc. Ces petits éléments rythmiques là, ils sont créés notamment, vraiment en majorité, par les mordants. Et là, on n'a pas un seul mordant dans toute la phrase. C'est assez rare pour le signaler. Allez, attelons-nous à l'étude des petites cellules mélodiques qui sont contenues dans la phrase. Donc là, on a une série de chromatismes et je vais carrément prendre ça. Et ce qui va être marrant de faire, ça va être de comparer, comme ça en direct, ce qu'il utilise sur le premier A et sur le deuxième A. Vous allez voir, vous allez être surpris. Donc, on a ici, pour ouvrir le si bémol 7, la si bémol, la bémol, donc des chromatismes. Encore une fois, je vous dis, ça peut être pensé comme de la gamme bebop dominante de ce degré-là, je vous le mentionne. Et si on regarde ce qui se passe sur le si bémol 7 du premier A,
quasiment la même chose, sauf qu'on avait un mordant ici et qu'on a une petite note en plus ici. On regarde La bémol, Fa, Mi bémol, Do. On connaît cette forme. La bémol, Fa, Mi bémol, Do. Copier, coller. C'est pas compliqué. Hein. Hop. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment toujours notre arpège de Fa mineur qu'on a là. Je vais quand même l'indiquer au-dessus. Fa mineur, 7, tac, tac, tac. Je le remets à l'endroit, peut-être. Ah, c'est un peu capricieux. Petit à petit, on va y arriver. Bon, c'est assez droit. Good enough. Ok. Donc on retrouve notre petit arpège de tout à l'heure. C'est vraiment sensiblement les mêmes phrases, mais un petit peu variées. Papa, sol, fa, mi. C'est dingue, on retrouve le même petit bout de gamme ici, là. Je vais juste le noter avec, tiens, avec cette couleur-là. Qu'on a une gamme par là. Check. Hop. Je mets gamme, même si on n'a pas la gamme entière, mais c'est un bout de gamme en réalité. Hein. Voilà. Et là, vous allez voir, ça va être frappant. On compare avec ce qu'il y avait ici sur le si bémol 7. C'est la même chose. On se casse pas la tête, hein. Mais c'est la même chose, mais en même temps, c'est pas forcément exactement la même chose parce que c'est pas placé pareil dans la mesure. Vous voyez que là, ça commence sur le et du 1 et là, ça commence sur le et du 2. Sol, fa, mi, pareil, c'est là avec le petit mordant ici. Sol, fa, mi, c'est décalé à la mesure précédente. Mais bon, on peut dire, si vous me dites que c'est la même chose, je l'accepte volontiers. Voici un rappel. Oui, je vais le mettre comme ça aussi. Tchac. S'il veut bien. Ouais. Nickel. La, si, ré, fa, sol, mi, ré, do. Et là, mi, ré, do dièse, bien entendu, c'est du langage qui n'est pas forcément pensé sur si bémol 7, mais en anticipation du la 7. Vous voyez qu'on n'a que des anticipations ici, en réalité. Là, on anticipe le si bémol 7, bon, avec une petite note. Sol, fa, mi, on anticipe un temps plus tôt le vocabulaire du do 6. La, si, ré, fa, on anticipe un temps et demi plus tôt le vocabulaire du si bémol 7. Sol, sol, mi, ré, allez, mi, ré ou sol, mi, ré, on anticipe un temps ou un temps et demi plus tôt le vocabulaire de la 7. Tout se fait en anticipation. Et ça, c'est quelque chose qui va être très intéressant à remarquer chez Charlie Parker, mais également chez une pléthore d'autres jazzmen. Ils adorent anticiper les choses. C'est un bon réflexe à prendre, même vous, pour votre jeu, pour ne pas forcément vous laisser surprendre par les couleurs d'accords qui viennent. Anticipez-les et vous serez souvent plus tranquille comme ça. Alors, mi, ré, do, mi, si bémol, sol, dièse, la. Qu'est-ce qu'on a ici? Ce qui va être très très important là-dessus, ça va être ce truc-là. Qu'est-ce que c'est? On a une note cible qui est ici. Le La par rapport à La, c'est la fondamentale de l'accord. On l'approche par la note supérieure, la note inférieure ou inversement. Et ça nous donne une unclosure. On connaît, on a déjà vu, on avance. C'est parti. Vous voyez que je laisse des petits blancs, hein. On ne peut pas forcément non plus tout expliquer. Note de liaison, petit bout de gamme, petit bout d'arpège. Écoutez, moi je révèle ce qui est particulièrement intéressant. On n'est pas obligé, vous voyez, je laisse une note comme ça, libre. Là, pareil, ça fait partie de l'arpège. On n'est pas obligé de tout expliquer non plus, on va pas être jusqu'au boutiste. Et là, encore une, j'ai envie de dire, puisque écoutez. Mi, do dièse, ré. Là, on a encore une unclosure, mais elle n'est pas chromatique. On n'a que, par rapport à l'accord et au mode de l'accord, on n'a que des notes qui en font partie. D'accord? Ça, c'est assez significatif pour le souligner. Hop, et je le note comme ça, là. Ouais, attendez, je vais faire même comme ça. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour terminer la phrase sur un accord de Ré7? D'ailleurs, on n'a pas entendu qu'on passait sur notre accord de Sol7 là. Vous voyez que c'est comme si ce bout-là, il faisait encore partie de la couleur précédente. Intéressant. Et là, on a tout simplement des petits bouts de gamme de Ré mixolydien, puisque c'est le mode qui est attaché à cet accord, enfin le mode duquel est issu l'accord de Ré7, le mode de Ré mixolydien. Donc c'est un petit bout de gamme, la gamme du mode. Hop. Et d'ailleurs, allez, je vous ai dit que ça pouvait être compris comme faisant partie encore de cet accord-là, mais on va quand même analyser cette note par rapport à cet accord-là. Un La par rapport à un Sol 7, de quelle note s'agit-il? S'agit-il d'une note de l'accord ou d'une extension? Je vous laisse mouliner. Et pendant ce temps, je fais mes petites manips. Il s'agit encore une fois d'une neuvième. C'est marrant ça. Deux fois de suite, à peu près au même endroit dans la grille, en réalité là, dans le deuxième match, Charlie Parker il est ici. On atterrit sur la neuvième d'un accord 7, pour terminer la phrase. Et pour terminer la phrase, de manière un petit peu évocatrice, si je vous joue tout. On aurait pu terminer sur un Sol, par exemple. Et là, tout de suite, quand on joue un Sol au lieu d'un La ici sur ce Sol, on flèche beaucoup plus l'harmonie. Si vous voulez, c'est beaucoup moins éthéré et beaucoup moins en suspens que si on joue simplement un La. Donc voilà, c'est la puissance des extensions d'accords, si vous voulez. Et c'est très drôle parce que je vous parle des extensions d'accords, et qu'est-ce qui suit pour résoudre la phrase? Parce que ça, je vous dis que c'est un petit peu en suspens, en même temps, là, on est sur un accord dominant, on est sur le 5e degré de la tonalité, la tension harmonique est à son paroxysme, et pour résoudre cette tension, dans un mouvement de, ça c'est le 5 du 5, mais on peut dire 2, 5, 1, Sol, Do, Sol. Qu'est-ce que c'est Sol, Do, Sol par rapport à notre accord de Do 6? Il s'agit des notes les plus stables de l'accord, donc la fondamentale et la quinte, les plus vraiment fondatrices, puisque vous savez que la quinte est une des harmoniques de la fondamentale, donc quand on joue la fondamentale, notamment sur un piano très très bas, on entend également la quinte qui se superpose. C'est pour ça que la quinte est une note aussi consonante, et une note qu'on peut très bien, si vous voulez, quand on construit des accords, on peut très bien s'en passer, parce que c'est un petit peu de la redite par rapport à une fondamentale, dans un voicing, si vous voulez. Bon, c'est un petit peu... je vous dis ça très très rapidement, et puis de manière générale, mais voilà. Donc, note de l'accord. Est-ce que je mets arpège là? En tout cas, note très consonante. Ça, c'est vraiment le truc le plus important, parce que on passe de notes dissonantes entre guillemets, ou en tout cas sophistiquées par rapport aux accords, à des notes vraiment les plus basiques possibles pour terminer la phrase. Et ça, c'est très intéressant. Autant des choses très très sophistiquées sont dites, autant on revient au basique pour terminer les phrases et puis résoudre toutes les tensions. Bon, écoutez, je pense que cette vidéo est déjà assez longue. On va pas s'attaquer au B et au dernier A. Si jamais vous avez aimé ce concept, si jamais ça vous aide, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à mettre un petit like sous cette vidéo, et puis peut-être que je continuerai sur ma lancée, puis que je vous ferai la deuxième partie de ce solo. Je vais poster tout ce récap, toute cette partition sur Patreon, sur ma page Patreon. C'est là où vous pouvez retrouver toutes les ressources relatives aux vidéos que je vous fais sur YouTube, avec des exercices précis et ciblés, des séquences bonus, voilà, comme des petites vidéos comme ça, mais pour étudier des petites pépites de vocabulaire sur lesquelles j'aurais pas forcément le temps de m'attarder en temps normal. Voilà, on se retrouve dans l'espace commentaire, si jamais vous avez une question, un retour, et puis moi je vous dis à bientôt sur jazzcomposer.fr.